Donc, il nous fait plaisir d'accueillir Mme Émilie Boivin de Roy, agente de projet pour le volet production et mise en marché, ainsi que M. Louis Lafortune, chargé des solutions en approvisionnement. Donc, cette présentation porte principalement sur l'approvisionnement en circuit court et de proximité pardon, je m'excuse. Je me reprends. Donc, votre présentation porte sur les objectifs et avancées du projet renforcement des chaînes d'approvisionnement locales dans le secteur de la transformation alimentaire. Merci. Bonne présentation. Merci, Carole. Je pense qu'il y a une petite erreur. Donc, on ne va pas parler de transformation alimentaire, mais bien de circuits courts et de proximité. Mais merci beaucoup pour l'invitation de la part de l'ECPAR et de l'ITHQ. Donc, je me présente brièvement, puis ensuite je passerai la parole à ma collègue. Donc, je m'appelle Louis Lafortune, je suis chargé de projet pour le collectif Récolte, donc dans le cadre de ce programme SALIM, Système alimentaire local et intégré à Montréal. Émilie, je te passe la balle. Oui, alors bonjour à tous. Alors, Émilie, je suis agente de projet, en fait, dans le cadre du SALIM, du collectif Récolte, mais plus spécifiquement pour le volet production et mise en marché. Alors, j'accompagne plusieurs projets, notamment avec le milieu institutionnel. Merci, Émilie. Je veux juste vérifier une chose. En ce moment, Émilie, tu présentes. Est-ce que vous voyez l'écran? Parce que je sais que moi, je pense qu'il y a des enjeux de partage peut-être. On le voit très bien, monsieur. Ok, je vois, parfait, excellent. Merci. Parfait. Donc, dans le cadre de ce projet, en fait, dans cette présentation, pardon, on va vous présenter donc un projet qu'on a démarré en 2020, donc qu'on appelle le pôle alimentaire de l'ouest de l'île, donc qui est concentré donc sur le territoire de Seineville dans les Grands Parcs de l'Ouest. Puis on va vous parler un peu d'un projet pilote qu'on a mis en place cet été avec le milieu institutionnel. Émilie, si tu veux avancer. Donc brièvement, c'est ça, vous parlez un peu du projet, de la mise en contexte. Émilie vous parlera un peu des enjeux pour les institutions avec qui on a travaillé, mais en fait plus généralement à Montréal et au Québec. On abordera un peu la réalité des producteurs maraîchers, donc ce qu'ils vivent en fait concernant leur mise en marché, pour vous parler finalement de la solution et un peu vous décrire comment ce projet a été opéré tout au long de l'année, avec la conclusion à la fin sur différents bons coups et choses à améliorer. Émilie? Ok, donc pour vous remettre un peu, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas le projet, donc le collectif Récolte opère depuis, en fait, est en charge d'un programme qui s'appelle le Système alimentaire local intégré à Montréal, donc depuis 2020. Donc c'est un financement qu'on a sur 5 ans qui provient de la ville de Montréal, dont la mission est de renforcer le réseau d'approvisionnement des organismes communautaires et des institutions publiques à Montréal, tout en améliorant l'accès au marché pour des producteurs locaux. Donc, puis tout ça par le biais d'un réseau d'infrastructures, donc physique, numérique, et si possible mutualisé, donc entre les différents utilisateurs. Donc notre vision un peu pour 2025, c'est que les aliments qui sont sains et cultivés à proximité sont accessibles aux personnes en situation d'insécurité alimentaire, plus généralement aussi à des personnes vulnérables, puis également à tous les Montréalais. Et qu'est-ce qui nous a amené en fait dans le cadre de ce projet à vouloir travailler avec le milieu institutionnel? Donc il y a plusieurs points. Si Émilie, tu veux bien passer à la diapo suivante. Donc c'est ça, en commençant à travailler sur ce dossier, on s'est aperçu qu'il y avait un contexte quand même très favorable à travailler avec le milieu institutionnel depuis à peu près un an et demi. Déjà, c'est qu'il y a un intérêt marqué des institutions d'acheter davantage local, donc il y a vraiment un désir de traçabilité. Donc, il se fait ressentir dans les différentes institutions à Montréal et plus globalement au Québec. Deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu que c'est un milieu très opaque et méconnu pour les institutions elles-mêmes, des producteurs maraîchers évidemment. On s'est aperçu notamment dans nos recherches que, par exemple, sur l'île de Montréal, les achats pour des fruits et légumes frais qui ne sont pas transformés ne sont pas du tout à contrat, donc ils ne rentrent pas dans le cadre des lois sur les contrats d'approvisionnement. Il y a un seuil, cela étant de 105 000 $, si je ne me trompe pas. Donc ça laisse quand même une grande marge de manœuvre pour des producteurs maraîchers de vendre directement à des institutions. Ce qui ne serait pas le cas forcément ailleurs au Québec. Là, je parle vraiment de l'île de Montréal.
Il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de partage de connaissances, notamment la création de Commune Assiette, qui est cette communauté de pratique qui travaille justement sur tout ce qui est approvisionnement durable et responsable en milieu institutionnel. Les institutions publiques qui devraient être garantes d'une alimentation saine pour tous, toutes. Donc ça, c'est un postulat qu'on croit plutôt, en tout cas, qu'on croit important au collectif Récolte. Puis on le voit de plus en plus, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment pour ceux qui connaissent la cantine pour tous, des travaux qui sont faits sur, par exemple, la mise en place d'un système, d'un programme universel de repas dans les écoles. Faut savoir que le Canada, par exemple, c'est un des seuls pays du G7 où on n'a pas de programme universel d'alimentation scolaire. Donc, il y a des grandes disparités selon les écoles, qui est assez problématique pour beaucoup d'enfants. Enfin, il y a la volonté des producteurs maraîchers avec qui on travaille, puis des producteurs donc qui font des opérations sur des petites surfaces, de mieux connaître ce marché. C'est un marché qui est super intéressant pour eux, mais qui est très difficile à aborder. Évidemment, la stratégie nationale d'approvisionnement en aliments québécois qui a été lancée à l'automne 2020, qui est un beau tremplin pour ce genre d'initiative. La société civile, pareil, qui exige beaucoup plus de traçabilité sur les aliments, donc il y a une grosse pression, que ce soit des patients, des parents dans les écoles, etc., pour être capable de comprendre d'où viennent leurs aliments. Et enfin, on l'a vu avec la pandémie, une conjoncture économique et un système d'approvisionnement très fragilisé qu'on remet beaucoup en question, puis duquel on est dépendant. Donc voilà, tout ça nous amène à... aux enjeux pour je vais te laisser la parole, Émilie, pour ça. Excuse-moi. Oui, donc au niveau des enjeux pour les institutions, il y a plusieurs types de défis qui ont été observés autant au niveau de la recherche sur nos projets, mais aussi sur le terrain. Donc au niveau des défis contextuels et territoriaux, c'est une offre de fruits et légumes saisonnières en contexte québécois. C'est un constat que je pense que vous faites tous complètement. Au niveau de la diversité, des prix variables selon les régions aussi, dépendamment des centres ruraux, des centres ruraux, des marchés local pour les services alimentaires en termes de format et de volume qui est peu développé comparativement en fait au marché du détail. Vous le connaissez en fait, une inflation du prix des aliments, une pénurie de main-d'œuvre, bon, qui vient nécessairement impacter sur les exercices des services alimentaires. Au niveau des défis politiques, on parle d'un manque d'appui et de reconnaissance de ce type d'initiative en termes de circuits courts et de proximité, un sous-financement plus général des services alimentaires des institutions tant publiques que privées. Au niveau des deux derniers points, c'est vraiment pour les institutions publiques. Alors, logique du plus bas soumissionnaire avec les lois sur les contrats des organismes publics et une législation en fait du commerce interprovincial et international qui ne permet pas en fait de discriminer la provenance au niveau des fruits et légumes. Comme nous a mentionné, par contre, à Montréal, on a une exception. Donc, au niveau des défis logistiques, ici, c'est les défis, en fait, que le Salim, dans le cadre de son projet au niveau du pôle logistique alimentaire, qu'on a identifié comme étant, en fait, comme ayant le plus de marge de manœuvre sur lequel on pouvait jouer avec les producteurs. Donc, en résumé, c'est des aliments vivants qui se détériorent rapidement. Donc, la livraison doit se faire rapidement entre le producteur et le consommateur avec le respect de la chaîne de froid. Un manque de disponibilité de certains produits en ce qui concerne les volumes, les formats et les diversités pour les institutions, notamment en ce qui concerne les fruits en termes de disponibilité. Un manque de régularité et la barrière du prix, oui, pour le local, mais aussi pour le biologique. Un besoin d'adaptation dans les menus pour ajuster les budgets en lien avec cette offre saisonnière, en fait, qui ne dure pas à l'année. Des espaces de stockage réduits et un manque d'équipement de transformation dans certains services alimentaires. Les horaires et la fréquence de livraison qui peuvent être problématiques. Et la multiplication, en fait, du nombre de factures avec plusieurs fournisseurs qui peut être, en fait, une charge plus grande sur les responsables en alimentation. Oui. Ensuite, au niveau des défis organisationnels et de gestion, on parle d'une marge de manœuvre réduite, en fait, pour les institutions qui font de la gestion contractuelle, donc à l'externe plutôt que de l'autogestion au niveau des approvisionnements. On parle d'un changement aussi au niveau des habitudes de travail et d'organisation du travail qui est nécessaire dans les grosses institutions d'ampleur en ce qui concerne notamment le nettoyage et la préparation des fruits et légumes. S'il y a un besoin plus grand en lien avec ce changement au niveau des habitudes de travail, de la formation du personnel, et aussi, en fait, une offre réduite de produits parés, préparés et congelés.
Pour finir, bien sûr, avec le manque en fait de connaissances en cuisine qu'on peut regarder au niveau de la recherche depuis les années 2020, on a une perte de professionnalisation en fait dans les services alimentaires qui est alliée avec une pénurie de main-d'œuvre qui peut être bien sûr de grands enjeux. Rapidement, juste mentionner en fait qu'il y a beaucoup plus d'informations à ce sujet qui est recueilli dans un projet d'étude de cas sur les modèles d'approvisionnement institutionnel en circuit court qui va être disponible sur le site du collectif Récolte. Louis, je te redonne la parole. Merci, Émilie. Je voulais juste préciser, je pense que c'est ça, on ne l'a pas mentionné au début, quand on parle de circuit court et de proximité, circuit court, ça induit qu'il y a au maximum un intermédiaire, donc dans la chaîne d'approvisionnement, et proximité, on est vraiment dans un rayon de 150 km. Dans notre cas, on parle de trois producteurs qui sont vraiment sur l'île de Montréal, donc dans l'ouest. Donc on parle d'une vingtaine de kilomètres en termes de distance par rapport aux clients qu'ils approvisionnaient. Et nous, dans nos cas, il n'y avait absolument aucun intermédiaire. Ça veut dire que les fermes livraient directement dans les différentes institutions avec qui on a travaillé. Fait qu'Emilie a parlé un peu des enjeux pour les institutions. Il faut savoir que du côté producteur, c'est aussi, il y a des défis en fait. Donc c'est sûr que s'attaquer au milieu institutionnel, c'est un gros morceau. Donc on sait que de manière générale, donc les fermes avec qui on travaille, on parle de surface de 1 hectare à comme environ 3 hectares. Donc c'est quand même des très petites surfaces comparativement aux producteurs conventionnels qui font soit de la monoculture, soit des grandes cultures. Donc pour tous ces petits producteurs-là, il y a un accès qui est quasiment impossible sur des circuits de distribution conventionnels. Le système n'est pas du tout adapté pour intégrer les produits de ce type de ferme-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent des mises en marché un circuit de proximité, avec le plus couramment avec ce modèle de panier ASC que vous connaissez peut-être, donc qui est vraiment un modèle de distribution individuelle. Cela étant, c'est que faut comprendre que c'est un modèle qui est très chronophage. Donc ça implique que les producteurs doivent vraiment développer des connaissances qui ne sont pas forcément les leurs à la base. Donc eux sont des spécialistes de production. Et là, en fait, ils se retrouvent à faire de la distribution, de la mise en marché, de la comptabilité, de la gestion d'entreprise, de la gestion de clientèle, bref. C'est énormément d'étapes. Donc c'est un modèle qui a pris, qui a dominé, mais on se rend compte maintenant qu'il n'est pas forcément efficace. Et pour toutes ces raisons, en fait, on voit que des petits producteurs maraîchers s'intéressent justement au marché institutionnel. Ils comprennent qu'il y a un potentiel super intéressant, puis que si on pense à une économie en santé, puis une société un peu justement vertueuse, on comprend assez rapidement que nourrir nos institutions, nourrir nos enfants, nos patients dans les hôpitaux avec des produits cultivés localement, frais, nutritifs, c'est un bénéfice pour la société de manière assez évidente. Et donc pour les producteurs, ça serait une opportunité vraiment intéressante justement parce qu'ils n'ont pas accès à un marché conventionnel dominé par des grosses entreprises. Pourquoi pas se tourner vers le milieu institutionnel avec éventuellement l'appui justement d'une politique gouvernementale. Cela étant, c'est un milieu très opaque, donc comme je l'ai mentionné un peu au début, c'est des grosses machines, c'est des milieux qui ne se parlent pas du tout, donc les producteurs n'ont aucune idée de à quoi ressemble en fait ce milieu. Puis de leur côté, je pense que vous en faites l'expérience, les institutions n'ont pas forcément le temps d'aller chercher des nouveaux fournisseurs, c'est très chronophage aussi. Et enfin, il y a une perception qui peut être parfois justement, qui peut créer des réticences à approcher ce milieu, c'est que on pense que vendre en semi-gros ou en gros, souvent les prix sont tirés vers le bas, donc il y a une profitabilité qui serait peut-être moindre, comparativement à de la vente de détail où les producteurs sont capables de tirer un prix maximal. Ouais. Fait que, comment on a fait? Donc on s'est dit que pour pallier à tout ça, ça fait 1 an et demi qu'on met sur pied un projet, donc ce projet de pôle alimentaire. Un pôle alimentaire, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un service qui offre différents services. Pardon, c'est un bâtiment. En fait, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, en ce moment virtuel, mais comme éventuellement un pôle physique qui propose des différents services à des producteurs afin d'augmenter leur capacité de production et de mise en marché vers les milieux concernés, donc institutionnels et des organismes communautaires qu'on vise aussi dans le cadre de ce projet. Donc, il y a plusieurs
plusieurs services qui peuvent être offerts. On parle d'agrégation, d'entreposage, de transformation, mise en marché, distribution. Et dans notre cas, on a des services à dimension sociale, parce qu'on travaille avec des femmes qui ont des valeurs sociales très fortes, donc qui sont ancrées dans leur communauté et qui travaillent avec des organisations pour comme, favoriser l'accès aux aliments sains pour tous, peu importe leur revenu. Très brièvement, c'est un projet qu'on a commencé à planifier l'année dernière, donc à l'été 2021. On a commencé par une collecte de données à comprendre comment fonctionnait un peu ce milieu. À l'automne, on a intégré Communaciel, ce qui nous a permis justement de faire rayonner le projet puis de repérer des participants éventuels. Donc, on a lancé un appel à projet à l'hiver et on a diffusé l'offre de produits. Donc, les producteurs se sont rassemblés. On a fait un travail d'agrégation pour avoir un catalogue de produits intéressants. Donc, à l'hiver, on a eu la confirmation des institutions qui voulaient bien participer. Donc, ce que j'ai appelé les early adopters, donc c'est vraiment des institutions qui étaient prêtes à faire le pas avec nous, puis à tenter l'aventure, de s'approvisionner directement avec des maraîchers. Donc, il y a une grosse période pendant 3 mois de planification, donc de rencontres avec eux pour comprendre leurs demandes, la logistique associée qu'on devrait mettre en place. On a fait des ateliers de transfert de connaissances au printemps. Donc, on est allé chercher des institutions qui avaient déjà de l'expérience dans ce genre de projet. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Il y en a un que vous connaissez peut-être qui s'appelle le CHU Sainte-Justine, en fait, qui est vraiment le leader en la matière. Donc, on a fait ça. On a rassemblé justement nos nouveaux candidats, si je puis dire, avec des institutions qui avaient de l'expérience pour vraiment faire un partage de connaissances sur leurs pratiques. On a fait ça avec les institutions. On a fait ça avec les producteurs aussi. Donc, on a dû développer une plateforme, un outil TI donc, qui nous a permis de rassembler les commandes. Puis, il y a eu le recrutement, évidemment, de ressources humaines pour opérer le projet. À partir de juin, on a mis en opération le projet. Donc, c'était toute la configuration de la plateforme pour les acheteurs et les producteurs et tout ce qui est gestion admin, l'ouverture des comptes fournisseurs, etc., qui est pas négligé. Donc, c'était quand même un certain temps pour mettre en place tout ça. Et finalement, donc, de juin à novembre, on a effectué donc, des livraisons hebdomadaires, donc directement des producteurs de l'Ouest de l'île vers les différentes institutions. Et en ce moment, donc, ça fait à peu près un mois qu'on travaille sur la rétroaction du projet. Donc, on fait des bilans avec les acheteurs, avec les producteurs, et on est déjà dans la planification 2023 pour l'année prochaine. Et très rapidement, concrètement, ce projet, ça ressemble à quoi? Pour nous, il faut comprendre que c'est un projet qui prend du temps, dans le sens où, comme le CHU Sainte-Justine a une personne dédiée dans son département à l'approvisionnement comme local. Nous, de notre côté aussi, c'est comme au niveau producteur, c'est que ça prend des ressources pour coordonner tout ça. Donc, on a dû embaucher un coordonnateur qui avait le rôle de faire le lien en fait entre les producteurs et les clients. On a dû développer une plateforme, en fait, aménager une plateforme de commande existante pour les besoins du pôle, donc pour un regroupement de producteurs. On a dû embaucher un livreur aussi qui faisait à peu près 6 heures semaine, donc une livraison chaque jeudi. Et enfin, on a dû avoir un camion donc, qui servait à livrer tous les produits en fait, des différents producteurs. Donc, il y avait une livraison par semaine, chaque jeudi. C'est qu'en 2022, on avait 4 producteurs, donc il faut savoir qu'ils sont tous certifiés biologiques. Donc les Jardins Carrière des Trois-Pierres, Centropole Roulant et Regroupement Partage, qui est un programme qui s'appelle Cultive l'Espoir. Donc ça, c'est de la grande culture. Donc on a réalisé avec, vous voyez en fait les 6 institutions qui ont été partenaires. Donc on a vraiment 2 catégories. On a quand même travaillé avec des centres de la petite enfance, qui ont vraiment un système finalement assez similaire à de l'approvisionnement, comme plus de restauration classique. Et ensuite, on a eu le CHUM qui a participé, l'Institut de cardiologie de Montréal et enfin l'hôpital Villa Medica. Il faut savoir que ces 3 institutions, comparativement au CIUS, donc, sont des centres qui ont un système, bref, ils sont en gestion, en gestion autonome de leur centre de restauration. Donc pour nous, c'était beaucoup plus facile de faire un projet pilote avec des institutions qui avaient toute l'autonomie nécessaire pour faire leurs achats. Donc en termes c'est ça.
35 000 $ de vente de produits certifiés biologiques vers ces 6 institutions sur 26 semaines de livraison. En tout, c'était à peu près 122 commandes qui ont été passées donc, sur cette même période. Tu peux passer, Émilie, à la suivante. Donc, très brièvement, les bons coups. On s'est aperçu, donc c'est ça, on a déjà fait une rencontre de bilan avec les institutions, donc rapport qualité-prix très satisfaisant, qu'on était capable d'offrir beaucoup de diversité en haute saison. Donc de juin à novembre, le maraîchage au Québec offre beaucoup de produits de saison. La plateforme mise en place était très ergonomique d'utilisation. Grande fraîcheur des produits, donc ce qui leur permettait, comparativement à des grossistes distributeurs traditionnels, de réduire considérablement le gaspillage associé aux approvisionnements. La traçabilité, évidemment, on savait tous les produits comme sont identifiés. Service de livraison fiable, la clientèle, super important dans ce genre de projet, le service à la clientèle, pardon, d'avoir une communication très efficace avec le responsable de vente et la régularité des formats qu'on a dû mettre en place. Au niveau des producteurs, donc les minimums de commandes, c'est sûr que pour des producteurs, c'est super important. Donc là, on avait des volumes intéressants. En fin de saison, on a des données qui sont captées par la plateforme qui sont super importantes pour planifier la saison prochaine. Pour eux, le fait d'avoir un seul intermédiaire, pareil, c'est très simple pour leurs opérations, en fait. Donc, il y a vraiment cette question de ne pas démultiplier les clients. Comme pour une institution, en fait, l'idée de regrouper plusieurs producteurs sous un parapluie, c'est vraiment d'éviter la surcharge liée à la facturation, aux communications, etc. Pour les producteurs, enfin, les formats sont plus avantageux. Donc là, on parle de format semi-gros, donc comparativement à du détail, justement, qui est très chronophage. Et enfin, donc, la plateforme permettait une mise à jour des listes des produits rapides que les institutions pouvaient voir en temps réel. Donc, chaque semaine, les informations étaient mises à jour, en fait. Ils n'avaient plus qu'à cliquer sur, en tout cas, sélectionner les produits qu'ils voulaient, puis tout était automatisé. Émilie, suivant, si tu veux. Donc quelques améliorations, donc c'est ça qu'on doit régler pour la saison prochaine. Les grosses institutions, donc je parle du CHUM et de l'Institut de cardiologie, on sait qu'ils ont un système de commande centralisée que vous connaissez peut-être, donc GRM. Donc il y a cette problématique d'interopérabilité des plateformes qui n'est pas encore réglée, qui est pour nous un gros enjeu. C'est-à-dire que les institutions, les responsables devaient quand même placer les commandes à la fois dans leur système central, mais aussi sur notre plateforme. Donc, idéalement, on aimerait que les deux communiquent pour avoir l'information centralisée. Donc ça, c'est sûr que c'était un petit enjeu de temps, mais il reste que ce n'était pas non plus insurmontable. On sait que pour les CPE, nous, les formats proposés étaient trop gros, ce qui n'est pas le cas pour des grosses institutions où c'était vraiment adapté. Parfois, la communication, donc on avait une plateforme qui permettait de communiquer directement. Le fait qu'on pouvait aussi utiliser le téléphone ou des textos, il y avait quand même cette harmonisation qui est à revoir pour faciliter les opérations de tous. On n'était pas capable, dès cette année, en fait, de répondre au volume, malgré le fait qu'on était 4 producteurs. Mais si on pense à une institution comme le CHUM, qui a des volumes assez énormes chaque jour, c'est à peu près 7000 couverts. Donc, c'est sûr qu'il y a des enjeux de volume qui sont assez importants. Et enfin, le manque d'entreposage, les infrastructures d'entreposage qui sont limitées dans les institutions, donc qui leur permettent pas de stocker beaucoup de produits, donc qui doivent faire des livraisons chaque jour. Donc ça, pour nous, c'était un enjeu parce qu'on n'avait pas la capacité de répondre de mettre en place en fait un service de livraison chaque jour. Du côté des producteurs, donc processus de facturation qui était assez chronophage cette année. Vente inégale entre producteurs, donc ça c'est un peu notre travail de notre côté de s'assurer que chaque producteur y trouve son compte avec la diversité de produits qu'ils offrent. Et enfin, on le sait, donc pour des grosses institutions, tout ce qui est légumes racines, les produits sont achetés majoritairement en parés précoupés. Donc il y a un potentiel énorme, mais reste que nous, on doit, en ce moment, on n'a pas comment dire, d'équipements de transformation qui nous permettent de vendre ces produits-là. Donc ça nous limite vraiment, alors qu'il y aura un potentiel assez intéressant à développer. Je vais poursuivre avec les conditions de succès en fait à cette adéquation qui ont été observées à travers nos différents projets. Au niveau des institutions, en fait, c'est vraiment de prendre le temps de trouver sa maraîchère de proximité, rapidement, en fait, de quantifier ses approvisionnements alimentaires et mettre en place des outils de suivi aussi pour la quantification. Il faut vraiment avoir toutes les cartes en main pour vraiment l'amélioration et mieux évaluer aussi au niveau des budgets et les menus si ça demande l'adaptabilité.
Approcher des organismes de soutien et de maillage, notamment le THQ au niveau de leur programme d'accompagnement financé dans le cadre de la SNAC, mais aussi Aliments du Québec pour la quantification qui peut être très bons outils. Aller vers des programmes de financement pour débuter ou mettre en place enfin un poste de responsable en achats locaux et de proximité, tel le poste en fait que Louis a mentionné au CHU Sainte-Justine. Établir une relation de confiance avec l'œuvre ou la maraîchère, avoir une excellente communication entre les acteurs et actrices, bien identifier les besoins et attentes de chacun dès le départ, faire des rencontres de planification de la saison. Ici, qu'est-ce que c'est les planifications de la saison? C'est vraiment un besoin identifié par les producteurs. C'est un moment qui se fait généralement à l'hiver où les institutions vont émettre en fait leurs besoins pour la prochaine saison au niveau des formats, la diversité, les quantités, les volumes aussi au niveau des produits. Comme ça, en fait, le maraîcher va pouvoir vraiment adapter son œuf puis ses plantes, en fait, ses semences pour la prochaine saison. Et pour finir, en fait, assurer une bonne autonomie aux responsables du service alimentaire. Au niveau des producteurs, en fait, c'est vraiment d'avoir une coordination de la mise en marché qui est prise en charge. Alors, une espèce de clé en main pour faciliter les activités. Des producteurs, en fait, qui se connaissent bien, qui ont une mission et des valeurs similaires et une certaine maturité aussi pour être capable de répondre à des standards quand même élevés au niveau des institutions de santé. La présentation précédente l'avait mentionné. Une communication active avec le coordonnateur du pôle, des consignes claires, en fait, sur les procédures, puisque c'est quelque chose de collectif où on a plusieurs partenaires qui sont impliqués, avoir des guides, des chartes au niveau des délais de livraison, des emballages et la facturation. Se regrouper est vraiment essentiel, en fait, pour avoir une offre à la fois diversifiée et stable pour les gros volumes au niveau des milieux institutionnels et une planification en amont de la saison, comme j'ai mentionné, avec les rencontres de planification de la saison. Maintenant, pour terminer, pour conclure, alors l'approvisionnement en fait en circuit de proximité n'est pas nécessairement complexe si elle est bien structurée en fait en amont de la chaîne d'approvisionnement. Le surcoût est minimal à ce qu'on observe actuellement dans nos différents projets et l'impact est vraiment maximal. En fait, je vous laisse avec une citation de Catherine McDowell, de la gérante de la ferme du Roulant. Alors, l'offre collective nous permet vraiment de consolider notre réseau de mise en marché et d'augmenter notre impact social. S'engager avec des institutions est essentiel. Si ces dernières nourrissent correctement leur communauté, l'insécurité alimentaire diminue. Je vais terminer enfin en vous invitant à lire nos différents rapports. Comme mentionné, les études de cas, ça a été 4 modèles, en fait, unies institutionnels, dont le CHUM Sainte-Justine qui a été mentionné précédemment, le CHUM, CPE Jardin des Frimouses et CPE Le Sablier. On a différents outils pour les institutions pour faire les démarches et on réfère aussi à une trousse d'outils, notamment sur les différents programmes qui existent actuellement. On a un webinaire, des fiches synthèses et différents contenus en ce qui concerne le pôle logistique alimentaire de l'Ouest de l'île. Les bilans vont bientôt sortir. On a très hâte de vous partager les résultats. Alors, merci pour vos écoutes et j'espère avoir quelques questions. Merci beaucoup, Mme Boivin de Roy et M. Lafortune, donc, pour le partage sur la réalité des producteurs, bien souvent méconnus, puis les défis de mise en place de circuits courts et de proximité, ainsi que les solutions possibles et puis tous les outils que vous avez pu présenter.